Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Madame Margot. Merci. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de comment accepter sa maladie et la vivre au quotidien avec son entourage. Je dois demander pour passer les diapositives, c'est ça, hein? Voilà, merci. Dans un premier temps, j'évoquerai le processus d'acceptation de la maladie. Je parlerai ensuite des facteurs qui influencent ce processus, les impacts de la maladie chronique, quand se faire aider, et je conclurai la présentation. Diapositive. Afin de vivre avec la maladie, il est nécessaire auparavant de faire un travail d'acceptation qui s'apparente à un processus de deuil. Diapositive. Au niveau de ce processus d'acceptation, l'acceptation de la maladie chronique passe par un processus de deuil en plusieurs phases qui sont associées à des émotions différentes, le vécu de chaque phase étant propre à chacun. Ce sont des phases adaptées qu'il est important de respecter et d'accepter, ainsi que les émotions associées. Reconnaître et accepter ces émotions contribue au travail d'acceptation, les émotions ayant une fonction adaptative. C'est un processus non linéaire, il peut y avoir des allers-retours entre les différentes phases. Diapositive. Concernant l'annonce diagnostique, chaque personne a sa propre réaction. Par exemple, pour certains, elle produira un choc psychologique et pour d'autres, un soulagement. Il n'y aura plus l'incertitude de savoir ce que la personne a et pourquoi elle ressent tel ou tel symptôme, ou ça permettra de mettre un sens sur les symptômes. D'autres réactions sont également possibles. Vient ensuite le travail d'acceptation qui, comme je vous l'ai expliqué, comprend plusieurs étapes. Diapositive. On retrouve le déni ou l'incrédulité. C'est un refus de croire à la réalité de la maladie, voire manifester un déni plus ou moins transitoire. C'est un mécanisme de défense que la personne met en place pour éviter l'effondrement face à la menace que constitue la maladie et les changements qu'elle entraîne. On retrouve la désorganisation, la prise de conscience progressive de la présence de la maladie et de ses conséquences, en particulier des pertes qu'elle entraîne par rapport à la vie d'avant, conduit à devoir affronter une nouvelle réalité, sans les repères habituels de la personne. Cette phase de désorganisation se traduit essentiellement par des émotions qui peuvent être de tout ordre. On peut retrouver l'ambivalence, un sentiment de perdre le contrôle, de la colère, un sentiment d'injustice, de culpabilité, de honte, de tristesse, etc. C'est durant cette phase que les personnes cherchent une cause à leur maladie afin d'y trouver une explication. On trouve la réorganisation. Cette phase consiste à s'adapter progressivement à sa nouvelle vie avec la maladie. Elle comprend une démarche d'inventaire de ce qui a été perdu, mais aussi de ce qui a été acquis. Par exemple, de nouvelles compétences et connaissances ou de nouvelles relations. Ce bilan permet de tirer d'une certaine manière un trait sur ce qui n'est plus, mais aussi de fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux centres d'intérêt. C'est souvent une étape où les valeurs et les priorités de la vie sont redéfinies. Beaucoup de patients disent qu'ils ne portent plus le même regard sur la vie. La phase de réorganisation comprend également une recherche de sens, c'est-à-dire le fait de répondre aux questions de la signification de la maladie pour la personne. Parvenir à donner un sens à la maladie permet de retrouver de l'énergie et de la créativité, de s'ouvrir à nouveau au monde. Et on trouve également la réappropriation. Il s'agit de parvenir à se réapproprier sa vie. Cela passe par le fait de se pardonner à soi-même d'être malade et de cesser de se considérer comme un fardeau pour soi et pour les autres, tout en pardonnant aux autres de ne pas être malades et de continuer leur vie. La réappropriation nécessite également de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter la réalité telle qu'elle est désormais, en se sentant prêt à renoncer à l'ancienne image de soi. Enfin, elle suppose également de parvenir à se projeter à nouveau dans l'avenir. Diapositive. Donc, je vais évoquer maintenant les facteurs qui peuvent influencer le processus d'acceptation de la maladie. Certains facteurs propres à la personne ou à son environnement peuvent influencer positivement ou négativement le travail d'acceptation et d'adaptation à la maladie.
On retrouve la personnalité. Chacun possède une personnalité qui lui est propre et qui se construit tout au long de l'existence. Par exemple, les personnes ayant une personnalité consciencieuse, c'est-à-dire qui sont plutôt autodisciplinées, organisées et qui cherchent à bien accomplir ce qu'elles ont à faire, parviendraient plus facilement à s'adapter à la survenue d'une maladie chronique. C'est le cas également des personnes optimistes et de celles qui se focalisent avant tout sur le moment présent. À l'inverse, les personnes de nature pessimiste ou ayant tendance à ruminer rencontrent davantage de difficultés à effectuer le travail d'adaptation. La rumination favoriserait les pensées négatives, la dépression et diminuerait le contact avec les autres. On retrouve également comme facteur l'expression des émotions. Les émotions peuvent être inhibées et refusées ou au contraire reconnues et exprimées. De manière générale, la capacité à exprimer ses émotions favorise le processus d'adaptation à la maladie, y compris quand il s'agit d'émotions négatives. L'idée n'est pas de se laisser déborder par ces émotions, mais d'en prendre conscience, de les reconnaître et de parvenir à les exprimer. On retrouve également comme facteur la qualité de l'environnement familial, social et médical. Le rôle des proches est crucial pour permettre à une personne de cheminer dans le processus d'adaptation et d'acceptation d'une maladie chronique. Un entourage compréhensif, aimant et aidant contribue à favoriser ce processus. Le soutien de l'entourage ne doit toutefois pas être à l'inverse surprotecteur. Dans l'idéal, ce soutien doit pouvoir se faire naturellement, comme une évidence. Il est également essentiel d'initier et de maintenir les relations sociales et amicales. Les associations peuvent constituer un étayage très utile sur ce plan. Également, la relation de confiance avec les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge du patient joue un rôle important, car ces professionnels représentent pour lui un point d'ancrage et un repère dans le temps, sur le plan matériel et émotionnel. Je vais évoquer maintenant les différents impacts de la maladie chronique. Donc, on peut retrouver un impact sur la vie sociale. Au-delà de la douleur physique, les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent être aussi victimes de souffrances morales et sociales. La plupart du temps, il s'agit d'une souffrance latente qui n'est pas toujours évidente aux yeux de la famille et des amis. Les patients sont amenés à trouver du sens à leur pathologie. On parle d'un réel enseignement puisqu'ils doivent apprendre à composer avec elle. Au sein de la famille et des amis, il faudra oser montrer sa maladie et l'affirmer. L'entourage proche joue un rôle clé dans l'acceptation de la maladie et dans la façon dont le patient va se percevoir lui-même. On retrouve un impact également sur la vie professionnelle. Le milieu professionnel est souvent une source de tension supplémentaire pour les personnes atteintes d'une pathologie chronique. La possibilité de garder une activité professionnelle dépend du type de travail, du niveau de formation et du moment où la maladie se déclare. Il peut parfois être nécessaire de revoir son orientation et d'envisager de faire autre chose, ce qui n'est pas toujours évident. Concilier l'activité professionnelle et les limites imposées par la maladie peut s'avérer difficile. En effet, la douleur, la fatigue, la prise fréquente de médicaments et ou de leurs effets secondaires peut être un facteur de gêne pour le patient. Enfin, un impact aussi sur la vie intime. La douleur, l'état moral ou le découragement, qui peuvent être réactionnels à la maladie chronique, peuvent être à l'origine d'une perte de désir et de satisfaction sexuelle. La communication au sein du couple est primordiale. Parler à son partenaire de ce que l'on ressent est nécessaire afin de comprendre l'autre, d'éviter les mauvaises interprétations et de trouver des solutions ensemble. Maintenant, je vais évoquer la question de quand se faire aider. Alors tout d'abord, l'aide, elle n'est pas systématique. C'est surtout quand la personne en ressent le besoin. Et elle peut être également ponctuelle. Mais il est parfois nécessaire de se faire aider pour parvenir à effectuer le travail d'acceptation. Parfois, ce travail se complique. Il peut être absent ou retardé, se traduisant alors par une forme d'indifférence face à les situations. Dans d'autres cas, les émotions sont particulièrement intenses et envahissantes. Elles peuvent empêcher la personne d'avancer. Lorsque le travail d'adaptation reste inachevé,
il peut conduire à de la résignation, qui se traduit par de la rumination, de l'amertume, de l'apitoiement, voire du désespoir. La maladie est alors subie comme une fatalité, pouvant entraîner un isolement social, par exemple. Également, il peut y avoir des situations où la personne peut, par exemple, avec la douleur et la fatigue, se sentir susceptible, être en colère contre soi-même de ne pas réussir à se contrôler et à anticiper, en colère contre l'entourage qui ne comprend pas forcément ce qui se passe. Ce sont des réactions normales et adaptées, mais cette colère peut s'amplifier face à l'incompréhension et au regard des autres, et devenir de l'agressivité ou au contraire un repli sur soi de peur de trop blesser les autres. La peur aussi des complications que peut entraîner la maladie face à une douleur intense, de ne plus pouvoir travailler, de se retrouver seul, etc. Cette peur peut devenir une angoisse qui, à un moment donné, peut devenir ingérable. Le cas également des personnes qui souffrent de dépression. Ça a un grand intérêt au niveau de la dépression à demander de l'aide extérieure. Les approches peuvent être différentes selon ce dont la personne a besoin. Pour certains, il peut être plus adapté de faire un travail sur le corps, par exemple de la sophrologie, de la relaxation, du yoga, de l'art-thérapie, etc. Et d'autres auront plutôt besoin de s'exprimer par la parole, dans le cadre d'une psychothérapie. Il convient alors de déterminer avec le patient quel type de thérapie leur convient, en fonction des difficultés qu'il rencontre. En conclusion, j'évoquerai la notion de résilience, qui est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress et à rebondir, à aller au-delà. Le travail d'adaptation à la maladie est un processus normal, par moments difficile à vivre, mais qui permet au final de se retrouver avec de nouveaux repères, de nouvelles valeurs et de nouveaux objectifs. Il permet de se réorganiser pour se recréer une nouvelle existence ayant tout son sens, certes avec la maladie, mais pas uniquement avec elle. Tout malade ne se réduit pas en effet à sa maladie. Merci pour votre attention.